Europe 1. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Certains s'y préparent depuis plusieurs semaines, d'autres depuis des mois. Depuis que les premières fuites du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'église leur sont parvenues. Le rapport, tout d'abord, précis et documenté. L'enquête basée sur des témoignages et des auditions a duré plus de 2 ans. Ce matin à 9h, elle lèvera le voile sur 70 ans d'omerta. Les victimes pourraient se compter par dizaines, voire par centaines de milliers. Et ce qu'elles attendent avant tout, c'est que cette fois, personne ne détourne le regard. Virginie Riva. Ce que les victimes souhaitent par-dessus tout, c'est que l'Église regarde enfin en face le problème de la pédophilie. Pour l'instant, les évêques ont reconnu la responsabilité de l'Église, mais ça n'est pas suffisant pour Véronique Garnier, qui attend de la Commission une vraie analyse des mécanismes qui ont permis cette tragédie. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Qu'est-ce qui, dans l'Église, a permis qu'autant d'enfants, de jeunes, d'adolescents soient abusés sexuellement? Parce que si on ne comprend pas les causes à la racine, je ne vois pas comment ça va s'arranger. Le rôle de la Commission est de formuler des préconisations sur la base de ce que l'Église a déjà fait. Au printemps dernier, la Conférence des évêques de France a décidé d'un geste financier et a annoncé un fonds de 5 millions d'euros. Pour Marie-Claire Sylvestre, c'est bien, mais la prévention prime. La formation, éventuellement quasi-judiciaire quand ils rentrent au séminaire. Et puis un suivi d'un petit peu plus près de chaque prêtre, de chaque évêque. Savoir comment ils se sentent, comment ils sont, et puis surtout, dès qu'il y a une suspicion, écarter immédiatement la personne. À partir de ce matin, dès la remise du rapport, l'Église va travailler pendant 1 mois pour proposer de nouvelles mesures concrètes de lutte contre la pédophilie et des gestes à l'égard des victimes. Virginie Riva. Comment pallier la pénurie de serveurs dans la restauration? Le principal syndicat du secteur propose d'augmenter les salaires, mais cela fait déjà grincer des dents. Entre 6 et 9% d'augmentation, un 13e mois et la possibilité pour les salariés de bénéficier d'un week-end de repos chaque mois. C'est Noël en octobre, d'autant que la proposition vient du patronat lui-même, c'est-à-dire de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie. Mais les restaurateurs et cafetiers ne l'entendent pas de cette oreille. Ingérable économiquement, dit le président de l'association des maîtres restaurateurs, Alain Fontaine. Je pense qu'on est un tournant dans la restauration, on le voit avec l'annonce de nos camarades de l'UMI, mais quand on parle des salaires, c'est simpliste. L'argent, il va falloir la trouver. La voie la plus simple, c'est d'augmenter nos prix, mais dans certaines régions, ça va bien se passer, et dans d'autres, très concurrentielles, ça se passera moins bien. Soit on a des subventions, soit on a des charges en moins. Et puis après, est-ce que les gens souhaitent encore faire ce métier-là, travailler pendant que les autres s'amusent? Moi, j'ai préféré régresser en termes de chiffre d'affaires. J'ai fermé mon établissement, effectivement, le samedi et le dimanche. Je ne suis pas seul chez Maître Restaurateur. Il y en a beaucoup qui ont décidé de fermer le dimanche, alors qu'ils étaient ouverts de façon, je dirais, presque séculaire le week-end. Certains ont déjà augmenté leur salaire et pourtant, ils ne trouvent personne. Il y a sûrement des problèmes de salaire. Il y a des problèmes d'amplitude horaire, mais il y a aussi un changement de comportement. Alain Fontaine, président de l'association des maîtres restaurateurs, avec Marion Gauthier. L'Europe se saisit du sujet de la hausse des coûts de l'énergie. Ce n'était pas prévu au programme, mais les 27 chefs d'État et de gouvernement ont fini par accepter de l'ajouter à leur agenda. Paris, Madrid et Rome poussent pour un changement de réglementation afin de freiner l'envol des prix du gaz et de l'électricité. Il va falloir maintenant convaincre tous les Européens, Isabelle Horry, et ça, ce n'est pas gagné. Oui, dans un premier temps, on le sait, les pays ont pris des mesures nationales, gel des prix en France, baisse des taxes en Espagne ou en Italie, mais ça ne va sans doute pas suffire. Alors face aux autres ministres des Finances réunis à Luxembourg, Bruno Le Maire a plaidé hier pour des mesures plus structurelles au niveau européen. Ces solutions de court terme ont un coût pour les finances publiques qui se chiffre en milliards d'euros, donc ne peuvent pas être des solutions de moyen ou de long terme. Les solutions de moyen ou de long terme se résument en un seul mot, indépendance énergétique de l'Europe. Plus de nucléaire, plus de renouvelables, plus de stocks, c'est ce qui doit garantir notre indépendance. Pour réduire la dépendance au gaz venu de l'étranger et surtout de Russie, Paris, soutenu par Madrid ou Rome, réclame une gestion plus fine des réserves stratégiques en Europe. La France veut aussi que le prix de l'électricité ne soit plus dépendant de celui du gaz, comme c'est le cas aujourd'hui sur le marché européen. Enfin, elle en profite pour plaider pour le nucléaire, énergie décarbonée et produite en Europe. Des propositions qui font grincer certaines dents tout de même, notamment en Allemagne. La Commission européenne a été chargée de faire des propositions concrètes dans les prochains jours. Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Alerte météo levée dans les Bouches-du-Rhône. La préfecture recommande toujours la vigilance. Une douzaine d'écoles resteront fermées aujourd'hui à Marseille. La course à l'Elysée, à moins de 7 mois du premier tour, un sondage IFOP pour le Figaro rejoue le scénario de 2017 et place Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen. L'enquête confirme la percée d'Éric Zemmour, donnée entre 12 et 15% des intentions de vote. Le polémiste qui débattait hier soir
soir de la question de l'islam avec Michel Onfray à Paris, au Palais des Congrès. Je ne crois pas à la distinction entre islam et islamisme. Je pense que c'est la même chose, que l'islamisme est l'aboutissement de l'islam. Mais en revanche, je fais le distinguo entre l'islam et musulman. C'est-à-dire qu'il y a des musulmans qui peuvent très bien s'éloigner de la pratique originelle de l'islam. Et ça, je suis désolé, ça s'appelle l'assimilation. Moi, je crois tout à fait que les musulmans sont capables de ça. Il y a simplement des musulmans. Et il y a dans les musulmans des gens qui sont la minorité agissante d'islamistes et une majorité de gens qui ne sont pas islamistes. Si on commence à penser comme ça, alors de fait, on aura du mal à leur proposer une intégration parce qu'on leur demande de s'intégrer en étant plus ce qu'ils sont. Éric Zemmour face à Michel Onfray hier soir lors d'un débat organisé au Palais des Congrès de Paris devant près de 4000 personnes. À la page des sports, l'équipe de France olympique est déjà tournée vers les prochains JO avec un nouveau maillot. Et même un nouveau logo, et cette nouvelle tunique sera inaugurée lors des Jeux d'hiver de Pékin en février prochain. Nouveau maillot donc et nouveau visuel avec un coq de face et non plus de profil. Et ça, ça change beaucoup de choses, Axel May. Oui, et c'est une petite révolution. Pour la première fois depuis 1920, depuis qu'il accompagne les tenues de l'équipe de France olympique, le coq gaulois apparaît pleine face. Son bec rouge forme le V de la victoire et sa crête bleue symbolise la flamme olympique. La star du ski alpin, Alexis Pinturo, apprécie. Un coq pas plus agressif, mais voilà, plus déterminé. Et donc automatiquement, ça donne un peu aussi les ambitions, ça donne le ton. Un coq pour voir la victoire en face donc, mais pas seulement, souligne la championne olympique de ski acrobatique, Perrine Lafont. Moi, c'est surtout la fierté d'être une seule équipe. Le fait que il y ait plus de différence entre les athlètes paralympiques et olympiques parce que on est les mêmes athlètes, on s'entraîne tous de la même manière, à quelque chose près en fonction des disciplines. Et cette nouvelle identité visuelle accompagnera en effet les équipes de France olympiques et paralympiques au moins jusqu'aux Jeux de Paris. Axel May du service des sports d'Europe 1. Merci Christophe Lamar. Vous revenez à 8h30.